Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bienvenue dans ce numéro de 24 heures en Alsace. Installez-vous confortablement au frais, je l'espère pour vous. On va parler santé évidemment dans cette émission avec le pic de canicule actuel et puis le pic de pollution qui va avec. Quel impact sur notre santé, quelles mesures à prendre par les pouvoirs publics notamment. On en parle avec le docteur Alexandre Feltz dans un instant. On va parler de sport pour la bonne cause. 24 heures de course à pied, ça sera à Bischwiller. 24 heures d'un match de football, ça sera à Dingsheim. Tout ça au profit de la lutte contre le cancer. On en parle avec nos invités tout à l'heure. Et puis elle arpente la région pour nous faire découvrir le meilleur de nos terroirs d'ici et d'ailleurs. C'est votre rendez-vous gastronomie avec Valérie Zago. Tout ça est à retrouver dans ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Camille Roland. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce dernier JT de la saison, les températures se sont envolées ces derniers jours. Une période parfois difficile à vivre pour les personnes les plus fragiles. Alors les structures spécialisées recherchent des bénévoles pour les aider. Nous irons à leur rencontre. Le meeting d'athlétisme de Strasbourg revient avec brio après 8 ans d'absence. Les stars alsaciennes ont réalisé de nouveaux records. Et puis vous découvrirez une autre renaissance, celle d'une emblématique salle parisienne de music hall, La Scala, grâce à l'ambition d'une Strasbourgeoise. Mais pour commencer, la canicule s'est installée en Alsace. Un dispositif de circulation différencié a été mis en place depuis ce matin dans l'Eurométropole de Strasbourg. Les gaz d'échappement combinés à la canicule déclenchent des pics de pollution à l'ozone, un gaz responsable d'infections respiratoires. Les fameuses vignettes critères permettent de repérer les véhicules les plus dangereux, ceux qui ne peuvent pas rouler. Martin Covel a assisté au premier contrôle. Bonjour madame gendarmerie nationale, où est votre vignette critère ? Comment ça, elle est comment ? C'est une vignette avec un numéro dessus, 1, 2, 3, 4 ou 5. Non, ça c'est l'assurance ça. Et le contrôle technique. Allez, on vous aide un peu. La vignette critère, c'est un petit rond coloré. Son objectif, identifier les véhicules les plus polluants et permettre la mise en place de la circulation différenciée. Depuis ce matin, les gendarmes scrutent les pare-brises autour de Strasbourg. Les gens ont bien conscience des impacts environnementaux. Par contre, on a effectivement une proportion, comme vous pouvez le voir sur le rond-point derrière moi, de gens qui n'ont pas encore apposé de vignette critère sur leur véhicule, qui est assez importante. Alors pour des motifs différents, hein, soit des gens qui ne connaissent pas le dispositif, soit des gens qui ont changé de véhicule dernièrement et qui n'ont pas encore apposé la vignette. Seuls les véhicules qui disposent des vignettes 0, 1, 2 ou 3 peuvent prendre la route dans l'Eurométropole strasbourgeoise. Les autres, plus nocifs pour l'environnement, doivent rester au garage. L'enjeu, réduire la pollution à l'ozone. En période de forte chaleur, ce gaz irritant pour les poumons se fait plus présent dans l'atmosphère. Une règle pourtant pas toujours facile à comprendre pour les automobilistes. Au niveau pour la pollution, oui, c'est bien, oui, mais bon, voilà, c'est quand même assez contraignant. Il faudrait punir les constructeurs de véhicules parce que c'est eux qui produisent les véhicules qui polluent. C'est pas nous qui choisissons ce qui doit être produit. Je me penche pas trop sur l'écologie, je suis pas trop malheureusement je me sens pas trop concerné. Alors pour convaincre, le maître mot, c'est la pédagogie. Aucun automobiliste n'a été verbalisé aujourd'hui, aucun ne le sera demain. Si le dispositif s'étend ce week-end, les conducteurs fautifs s'exposeraient alors à des amendes de 68 € pour un véhicule léger et de 130 € pour un poids lourd. Ces 2 jours de contrôle vont être importants pour la prise de conscience des automobilistes et qu'ils participent aussi à cette fabrication de l'ozone dans l'air. L'intérêt aussi de la pédagogie, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils ont peut-être d'autres modes alternatifs pour circuler pendant ces zones de pollution. Peut-être éviter de prendre sa voiture si on peut, ou de la déposer et prendre un transport en commun ou même le vélo. Parmi les alternatives, le tram. Pendant toute la durée du pic de pollution, un ticket spécial donne accès au réseau CTS toute la journée pour 1,80 € contre 4,50 € en temps normal. En raison des pics de chaleur annoncés, le dispositif de circulation différenciée devrait s'étendre au moins jusqu'à dimanche soir.
Et la canicule n'impacte pas seulement les automobilistes, les personnes vulnérables sont aussi touchées. Dans le Haut-Rhin, le réseau APA, Association d'aide aux personnes âgées, s'occupe d'accompagner des seniors isolés, plus sensibles aux fortes chaleurs. Un suivi nécessaire à domicile ou par téléphone qui permet aux personnes âgées de passer cet épisode de chaleur sans encombre. Romain Yertz. Christiane a 80 ans. Après une carrière de professeur de français et des années de bénévolat, l'âge a eu raison de sa motricité. Elle fait désormais partie des seniors dits isolés. De fait, elle nécessite une attention particulière pendant cette période caniculaire. J'avais du mal à respirer hier. L'air était devenu comme figé. Il faisait 30 dans mon salon. La canicule accentue l'isolement parce que vous devez fermer les volets. Donc vous êtes renfermé sur la chaleur. C'est beaucoup. Vous ne pouvez pas vous mettre sur le balcon, rien du tout. Pour ça qu'actuellement, je vis dans un courant d'air permanent. Un courant d'air surveillé attentivement par Céline, son auxiliaire de vie. Elle l'accompagne au quotidien depuis 6 ans. Courses, ménage, paperasse, elle l'aide pour toutes les tâches que Christiane ne peut plus faire elle-même. En cette période de forte chaleur, elle porte une attention toute particulière à son bien-être. Faire attention à la température dans l'appartement, surtout encourager à boire. Et puis après, repérer s'il y a des signes de faiblesse, on va dire, physique, quoi. On a aussi des débats des fois sur des sujets. Oui, il faut dire qu'elle a la chance d'avoir quelqu'un d'intéressant voilà. à ses côtés. Un lien social important pour ces personnes isolées. Pour celles qui ne disposent pas d'une aide à domicile, l'APA met en place un plan canicule. Oui, je suis Georges Compan, je suis un bénévole du réseau APA et je vous téléphone dans le cadre du plan canicule. D'accord, donc là actuellement vous vous sentez bien ? Des bénévoles appellent chaque jour les personnes identifiées comme fragiles et isolées pour vérifier leur état de santé. Nous avons donc des questions à poser. En fonction de ça, donc, on coche. Et si la personne ressent si on sent et si elle nous dit franchement qu'elle a des problèmes, à ce moment-là, nous avons une case rouge donc, à cocher, que l'on fait remonter donc à nos supérieurs pour déclencher donc on va dire une aide médicale. Georges et ses partenaires bénévoles sont une ressource importante de l'APA qui dispose en plus de 3000 salariés dans le Haut-Rhin. On est toujours à la recherche de bénévoles, aussi bien au niveau de l'APA Lib qu'au niveau de l'APAMAT pour ce genre de situation. Aujourd'hui, heureusement, les gens ont encore à cœur d'aider leurs prochains, toujours en se projetant et en se disant « demain ça peut être moi » ou « demain ça va être moi ». Pour participer à l'accompagnement des 20 000 bénéficiaires de l'APA, il vous suffit de contacter l'association via son standard ou son site internet. Transition énergétique et environnementale, intelligence artificielle et dynamique entrepreneuriale, ces sujets sont sur toutes les lèvres au Palais de la Musique et des Congrès. Élus, entreprises et scientifiques se sont retrouvés pour le 360 possible. L'objectif par l'innovation est trouver des solutions. Plus d'explications avec l'organisateur de l'événement. L'innovation, je dirais, c'est comme la création de richesses. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Tout le monde a un rêve en disant « je vais être un peu plus utile » pour un monde qui sera un peu meilleur pour tout le monde. Et c'est la somme de ces rêves qui va faire que tout va devenir possible. C'est ça les 360 degrés possibles, c'est qu'on peut regarder un peu partout, il y a toujours un rêve accessible, du moment qu'on le fait ensemble, de façon organisée, et en étant finalement quand même très sérieux. En sport, c'était le retour hier soir du meeting d'athlétisme de Strasbourg. Après 8 ans d'absence, les meilleurs Alsaciens étaient réunis au stade de Haute-Pierre, avec en prime la présence du champion du monde en titre de lancer de javelot, Johannes Vetter. Avec un GA 81,62 m, l'Allemand qui s'entraîne à Offenbourg a ébloui le public venu en nombre. Des spectateurs qui ont pu découvrir la pépite du 100 mètres Jeff Erius. Le Strasbourgeois de 15 ans a exposé son record de France minime de 20 centièmes, parcourant la ligne droite en 10 secondes 71. Enfin, les deux fers de lance du demi-fond alsacien Mohamed Aminel Bouajaji et Baptiste Michler, spécialistes du 1500 mètres, ont conclu le meeting par un 1000 mètres en guise de préparation avant les championnats de France Espoir ce week-end. On écoute Baptiste Michler au micro de Gilles Kuntz.
Le programme aujourd'hui c'était un 1000 mètres sur des allures de 1500 mètres, donc aux alentours de 3,25, où sur la fin on devait se chamailler un petit peu pour aller chercher une bonne fin de course. On est content parce qu'on a respecté exactement les temps de passage qu'il fallait, finir vite dans les 200 derniers mètres, donc voilà, que du bonheur. Et voilà, le public était au rendez-vous ce soir, donc c'était génial. C'était une grande répétition générale avant les championnats de France qui ont lieu dans 3 jours à Châteauroux, qui sont sélectifs pour le championnat d'Europe, Espoir qui auront lieu courant du mois de juillet, qui se dérouleront en Suède. Les championnats de France seront encore une préparation pour les championnats d'Europe. Et les championnats d'Europe, ça sera de finir sur la boîte. J'ai actuellement la 3e performance européenne également. Il y a 2 ans, j'ai fini 5e avec un peu des regrets en attaquant un peu tard. Donc là, cette année, je suis vraiment beaucoup plus en forme qu'il y a 2 ans. Tout se passe bien au niveau de la préparation. Donc on ira avec beaucoup de plaisir, beaucoup de relâchement, avec l'envie de monter sur le podium. Et demain soir, les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine verront s'affronter la France face aux États-Unis à Strasbourg. Le match sera diffusé en direct de la place Kléber. Et si les joueuses françaises l'emportent, le prochain match sera retransmis au Jardin des Deux Rives. Strasbourg prépare déjà son programme d'été et la formule ne change pas. Dès les premiers jours de juillet, musique et danse rythmeront différents lieux de la ville. Au programme, le Festival des Arts dans la rue, des séances de cinéma en plein air, des concerts place Kléber, mais aussi du folklore. Cet été est placé sous le signe du slow life. Et pour flâner, il y a toujours les Doc Tété. Ils fêtent leurs 10 ans cet été. On écoute Mathieu Kahn au micro de Cécile Motz. C'est aussi un peu le final. On a créé la plage urbaine il y a 10 ans. On a créé le Festival des Arts dans la rue il y a maintenant 5 ans. C'est sa 5e édition. On a été les premiers à aller faire du mapping comme on l'a fait sur les cathédrales. Maintenant, tout le monde en fait aujourd'hui, donc il faudra probablement repenser ça aussi à l'avenir. Mais je pense aussi que la politique événementielle, elle doit accompagner la transformation de la ville. Et donc aujourd'hui, on se déploie aussi sur des espaces qui n'existaient pas ou qu'on ne pouvait pas utiliser comme ça il y a 10 ans. Quand on a fait des spectacles avec Aquatic Show sur le bassin Malraux, c'était pour dire qu'il y a un nouveau centre de la ville qui se crée. Quand on est allé sur la place du Château, c'était pour rappeler, et les gens l'ont oublié aujourd'hui, que c'était d'abord un parking. Aujourd'hui, c'est une place qui était rendue aux habitants. Il en est de même sur le quai des Bateliers cette année, où on essaye aussi de proposer finalement de voir un peu la ville autrement, de la redécouvrir et de prendre ce temps. On vous emmène à présent au cœur de la capitale dans une salle de spectacle mythique, la Scala Paris. Après 19 ans d'abandon et de silence, la Strasbourgeoise Mélanie Biessy et son mari ont décidé de la transformer en théâtre ultramoderne. Un lieu au service de la représentation et de la création pour toutes les disciplines artistiques. Nora Boirewa. C'est l'histoire de la Strasbourgeoise Mélanie Biessy et de son mari Frédéric Biessy. Ils se rencontrent en 2001 et 15 ans après, tombent amoureux de la salle de spectacle mythique La Scala. Elle fut l'un des plus grands music-halls de Paris à la fin du 19e siècle, puis un cinéma avant de devenir le premier multiplex spécialisé en cinéma pornographique. Fermé en 1999, elle tombe en ruine. À la tête d'un fonds d'investissement, Mélanie Biessy apporte 19 millions d'euros pour la transformer en salle de théâtre ultramoderne. J'ai pas eu peur d'y aller et puis surtout au contraire, ça m'a nourri énormément, puis ça donne un vrai sens à ma vie et puis à l'argent que je gagne. Moi j'ai toujours aimé développer des projets et ça c'est le cœur de mon fonctionnement et c'est ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. Et puis là quand l'opportunité s'est présentée et qu'on a dit allez on y va, bah voilà, on mettait ça en œuvre dans notre vie de couple et puis dans un domaine qui est juste exceptionnel et fabuleux. La Scala Paris a ouvert le 11 septembre 2018, la date anniversaire du premier rendez-vous de Mélanie et Frédéric. Ils ont voulu faire de ce théâtre un lieu de dialogue entre artistes. On peut y voir du théâtre, de la danse, des concerts, du nouveau cirque, des arts visuels et numériques. L'air du temps et la manière dont on vit doivent créer des lieux dans lesquels il y a la rencontre de tous les arts et de tous les artistes. Et du coup, ça donne une vie intérieure à la maison folle. C'est-à-dire que vous venez tout à l'heure de croiser Pierre Richard là, hier soir il a croisé Mathieu Chédid, et puis quand un artiste plasticien comme Fabrice Hibert vient ici, ils se croisent tous, ils finissent tous au restaurant, et de là naissent même des projets parfois. Dans l'aventure, le couple a même entraîné les parents de Mélanie, qui après 45 ans passés dans la restauration à Strasbourg, ont accepté de s'installer à Paris pour superviser le restaurant de la Scala et ses 80 couverts. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et pour vous donner un avant-goût des vacances, voici l'image du jour d'Oliviane.
Ce sont les attractions de l'été en Alsace. Espérons que des canicules à répétition ne viendront pas les gâcher. Les fêtes des vins vont à nouveau se multiplier dans notre région et une carte interactive du site Visite Alsace vous permet de planifier tous vos week-ends d'été. En effet, entre la fête des vins de Pfaffenheim le 13 juillet et la soirée vin nouveau de Guémar le 13 octobre, pas moins de 24 fêtes des vins sont déjà répertoriées. À consommer avec modération tout de même, surtout en cas de canicule. Merci beaucoup pour ce conseil. Merci beaucoup Camille, Roland. On vous retrouve pas demain pour pas d'infos demain. On va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Alexandre Feltz, venez nous rejoindre. Le docteur à Strasbourg et adjoint au maire de la ville de Strasbourg. Valérie Zago, on va parler terroir tout à l'heure dans cette émission. Charlotte Bruck et Jean-Luc Filzer. On va parler de plein de choses. Gros programme dans la deuxième partie de cette émission. On en parle juste après la météo de Sada. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace Vin. Eh bien, ce sera encore une journée belle et chaude et on commence tout de suite avec votre matinée. Alors oui, le soleil sera bien présent et les valeurs, quant à elles, dans la matinée seront comprises entre 13 et 17 degrés, 13 étant la minimale du côté de Wissembourg, 14 degrés sur le reste du territoire alsacien ainsi que du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg et 17 degrés à Fribourg ou à Bâle. L'après-midi, eh bien, pas de changement, toujours un soleil radieux et des températures qui grimperont jusqu'à 29 degrés, ce sera la maximale à Strasbourg et aux frontières rhénanes, 25 degrés seulement la minimale si vous êtes près de Saverne, 27 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin et 28 à Roppenheim. Votre journée de samedi, eh bien, il fera beau et les températures remontent puisqu'il fera jusqu'à 32 degrés, notamment dans le Bas-Rhin. En ce vendredi, nous célébrons les Irénées. Le soleil se lèvera à 5h29, nous on dit au revoir à 21h35. Excellent moment à tous sur Alsace Vin et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Retour en plateau et toujours en direct dans ce 24 heures en Alsace, un épisode de canicule, un pic de pollution, des mesures de restriction de la circulation, à Strasbourg notamment, de la vitesse réduite sur les routes. Quel impact pour notre santé et puis quelles solutions et quels recours des pouvoirs publics? On en parle avec le docteur Alexandre Feltz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doublement concerné et doublement compétent puisque vous êtes à la fois médecin, vous continuez d'exercer en consultation comme jusqu'à il y a 30 minutes à peu près, arrivé in extremis, et puis vous êtes également adjoint au maire de Strasbourg, non inscrit en charge de la santé publique. À l'échelle de ce qu'on respire toute l'année, des pics d'ozone, puisque c'est le principal polluant dans l'air ces derniers jours avec la chaleur. À l'échelle de ce qu'on respire toute l'année, quel impact a cette pollution sur cette pic de canicule? Alors, il faut dire en introduction que c'est la pollution au long cours qui est la plus nocive. Là, on parle parce qu'il y a un pic, mais il faut savoir que cette pollution, elle existe tout le temps. 360 voilà, jours. Elle existe et elle a des impacts sur la santé, notamment les maladies cardiovasculaires et neurovasculaires. Là, on est sur un pic d'ozone, et ça, c'est plutôt les problèmes respiratoires qui sont là augmentés. Je disais, vous êtes médecin, vous sortez de consultation, vous êtes arrivé à vélo il y a 25 minutes. Comment ça se traduit chez les patients que vous voyez? Quelles conséquences ça a sur la santé? C'est vrai que le dernier patient, c'est quelqu'un qui est malade chronique pour ses problèmes respiratoires depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, qui est à peu près équilibré. Et puis cette nuit, il a eu du mal à respirer, il a été aux urgences. Les choses se sont bien passées, il est revenu là. Et donc simplement, il a une base de maladie chronique et le pic va le faire décompenser, donc on va augmenter le traitement et puis le rassurer en disant que voilà, c'est lié à un épisode aigu et qu'on va réussir à restabiliser sa maladie. Quels sont les autres symptômes qui doivent nous alerter, que ce soit pour nous ou nos proches? Alors les symptômes, on les sent, c'est des petites irritations au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la gorge, et puis c'est des difficultés à respirer, puisque l'ozone est surtout nocif pour l'appareil respiratoire. Donc pour la population générale, c'est un peu désagréable, on va dire, mais pour les populations fragilisées, notamment les malades, notamment les personnes âgées, ça peut avoir des conséquences, comme j'ai dit, plus graves. On le voit en illustration et on l'a vu dans le JT tout à l'heure, des mesures de circulation en différencié ont été mises en place dans l'agglomération de Strasbourg sur les bases des vignettes critères. Il y a une tarification spéciale dans les transports en commun, une vitesse abaissée sur le réseau routier également. Quel impact ça on le mesure quand on voit que le seuil de main, a priori, baisse un petit peu. C'est quoi? C'est d'abord les températures qui jouent ou ça, on peut mesurer déjà un véritable impact?
Alors, au niveau sanitaire, il y a un impact, mais qui est clairement léger de ces éléments-là. Clairement, pour moi, il y a un problème de temporalité. C'est-à-dire qu'on attend le 4e jour de la pollution pour être dans ces circulations alternées. Enfin, on le sait depuis le début de semaine qu'il va y avoir ce pic. Et donc, moi, je propose vraiment très fortement que, comme vous l'avez dit, on sait en fait qu'est-ce que c'est l'ozone. C'est de la chaleur avec de la pollution. La pollution de base est là, et la chaleur vient amplifier ces éléments avec une réaction chimique qui crée l'ozone, qui est quelque chose d'artificiel qui n'est pas dans la nature à cet état-là. Et donc, moi, je propose que dès lundi, disons, on aurait pu dès lundi dire qu'on met en place cette et pour contrebalancer ça, qu'on ait la gratuité des transports dès lundi, puisque c'est vrai qu'il y a des gens, notamment des personnes individuelles, parce que pour les personnes professionnelles, je pense qu'il faut réfléchir autrement, mais pour les individus, qui puissent justement prendre les transports en commun, parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas, se dire pourquoi on attend le 4e jour. Alors bien sûr, c'est pas que Strasbourg qui crée l'ozone. L'ozone est quelque chose de général, et donc l'industrie, les voitures ailleurs viennent bien sûr concourir. Mais avant de venir, j'ai regardé sur le site Atmo Grand Est et on voit très bien que les pics sur la 35 entraînent des pics d'ozone, c'est-à-dire ce matin tôt et ce tard soir. C'est ça, le moment horaire des pics de trafic, là où il y a des embouteillages. Exactement, donc on voit que cette implication très très forte, si vous voulez, de la circulation et notamment des dioxydes d'azote qui vont créer la difficulté. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'on anticipe aujourd'hui, parce qu'on sait quand la chaleur vient, on sait que la pollution est là, donc on sait qu'on aura de l'ozone. Anticiper, aller plus vite, ça veut dire aussi qu'il faut, entre guillemets, taper plus fort dans les mesures. Vous parliez de gratuité des transports en commun, vous parliez d'éviter des critères. On a vu dans le reportage, alors les gendarmes sont là, ils font de la pédagogie, ils expliquent, on ne verbalise pas aujourd'hui, on ne verbalise pas demain. Est-ce que, alors c'est sûr que ce n'est pas très populaire, mais est-ce qu'il faut taper plus fort, est-ce qu'il faut être plus contraignant, est-ce qu'il faut être plus exigeant avec les automobilistes? Moi je pense qu'il faut d'abord éduquer. Quand je vois le monsieur, il dit moi je ne suis pas écologiste, mais qui ne peut pas être écologiste? Voilà, c'est pas possible, quoi. C'est une réalité. Donc je pense qu'il faut encore faire de l'information, de la pédagogie, et il faut lier les deux. C'est-à-dire qu'il faut une alternative à la voiture, donc la gratuité des transports, très rapidement. Vous vous demandez ce soir, vous dites les transports auraient dû être gratuits dans l'agglomération à Strasbourg, mais peut-être à Colmar, à Mulhouse aussi. Oui, bien sûr, de façon générale, et donc aussi les trains, parce que c'est très important de pouvoir les utiliser comme tels, et donc qu'on anticipe, puisqu'on savait qu'il allait arriver ces pics de chaleur, donc on savait que l'ozone, ne pas attendre le 4e jour pour le mettre en place. Quand on s'intéresse à la santé et à l'écologie, c'est évident qu'il faut avoir ces éléments, en sachant que bien sûr, c'est la chaleur extérieure qui vient décompenser, mais on sait que la voiture va aggraver ces pics d'ozone. Alors les transports en commun, pour finir, seront gratuits à Strasbourg, mais samedi, pour le début des soldes, quel message on envoie quand on prend des décisions pareilles? Et pas jeudi et vendredi pour aller travailler? C'est vrai que c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que pour le commerce, c'est normal de respecter cela, mais pour la santé publique et l'environnement, on n'est pas capable de le faire. Moi, je dis qu'il faut qu'on puisse le faire. Moi, je suis profondément écologiste, je suis médecin engagé en santé publique, et donc c'est fondamental qu'on puisse aussi le faire, puisqu'on voit qu'on peut le faire pour une question commerciale, on pourrait également le faire. Et j'ai vu ailleurs en France, ces demandes-là sont en train d'avancer, de bouger. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui commence, et les gens se rendent compte de ces réalités-là. Mais bien sûr, il ne faut pas les mettre en difficulté. Pour ça, je disais, les professionnels, il faut bien sûr les accompagner. Il faut aussi mais l'individu en tant que lui-même qui vient, on voit qu'il y a énormément d'alternatives qui sont à mettre en place. La gratuité est puissante pour la pédagogie, parce qu'on sait qu'une fois que les gens auront basculé, ils se rendront compte que c'est possible, en fait. Merci beaucoup, Dr Fels, d'avoir été avec nous ce soir. Vous restez avec nous, on va parler toujours de santé un petit peu, beaucoup d'ailleurs de sport également, avec nos deux invités, Charlotte Bruck et Jean-Luc Filzer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ils ne se connaissaient pas, mais ils sont là pour des causes, des événements qui se ressemblent un petit peu, ils sont qui font cause commune. D'un côté, Charlotte Bruck, vous serez à Bischwiller pour une épreuve de 24 heures de course à pied, en relais et en équipe. Jean-Luc Filzer, on vous connaît pour la voie du Racing, mais vous êtes aussi à Dingsheim, dans la vallée de la Bruche, l'entrée. Non, dans Korsberg. Korsberg, il y a Dingsheim et Dingsheim, c'est avec un G. Dingsheim, n'importe quoi. Je ne sais pas, mon cher Mathieu. En tout cas, match de foot de 24 heures à Dingsheim avec un G. Deux événements connexes. Charlotte Bruck, vous avez guéri d'un cancer que vous avez contracté à 23 ans. Votre engagement dans cette cause-là, il date de cette époque? Tout à fait, oui. Alors un cancer du sein, donc effectivement à l'âge de 22 ans, et qui s'est guéri à peu près une année et demie, 2 ans après.
Et donc aujourd'hui, tout va bien et je poursuis mon engagement au sein de la Ligue contre le cancer. Vous faites d'ailleurs avec d'autres malades ou malades, enfin traités, l'ouverture de la course ce week-end, donc ça démarre samedi 17h au Stade des Pins à Bichevillers par un tour que vous appelez le Tour d'honneur des survivants. C'est un vrai symbole fort. Absolument, c'est déjà l'ouverture du relais avec tous les survivants qu'on voit là, les personnes qui sont toujours en cours de traitement, mais aussi celles qui s'en sont sorties. Et donc c'est vraiment l'ouverture de la fête, donc on voit un vrai regroupement entre nous tous. Donc c'est une manière de montrer que la vie est possible après un cancer et pendant aussi qu'on peut être là et participer tous ensemble. Cette épreuve de marche et de course à pied qui dure 24 heures, comment ça se passe ? On est en équipe, on se relaye On peut venir en équipe, mais aussi individuellement, en famille, ou vraiment peu importe. On peut courir, marcher si on en a envie, mais on peut aussi simplement être là et participer aux différentes activités, venir déjeuner sur place, dîner. Donc, on va parler du programme dans un instant. Mais ça, évidemment, l'épreuve est allée sur 24 heures de foot également. Jean-Luc Filzer, comment ça se passe un match de foot de 24 heures ? Il y a toujours 2 équipes de 11 contre 11 et puis on fait des changements. Là, il n'y a pas 3 changements, on peut en faire un peu plus. C'est un peu un copier-coller par rapport à ce que Charlotte vient de dire, puisque nous, c'est effectivement les 24 heures sont divisées en 6 créneaux de 4 heures, avec une 50aine de joueurs par créneau. Et puis voilà, c'est toujours 11 contre 11, c'est les blancs contre les rouges, et ils rentrent, ils sortent, on change d'arbitre quand même Oui, on a 12 arbitres sur l'ensemble des 24 heures, ils se relayent, parce que le corps arbitral est important, mais c'est assez marrant que ces 2 événements soient le même week-end, même si effectivement entre Bischwiller et Dingsheim, sur Bruges, non pas sur Bruges, sur Souffel, il y a quelques kilomètres, mais je pense que c'est le même principe, c'est un relais. D'autant plus que pour nous, les 24 heures de la SDG, c'est au profit de la lutte contre le cancer du sein, via l'association Femmes de Foot qu'on connaît bien ici à Alsace 20. Voilà. Donc le principe est le même, les gens viennent, ils jouent au football, pendant ce créneau de 4 heures, ils prennent leur douche, ils mangent, ils boivent un verre. Qu'est-ce que ça crée comme ambiance quand il y a un match de foot qui se déroule sur le terrain pendant toute la nuit et toute la journée du lendemain ? Ça fait un peu de bruit pour les voisins, mais c'est qu'une fois tous les 2 ans, donc ça va, ils nous pardonnent. Mais en parallèle, effectivement, du match de foot, il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a des animations, il y a à boire, il y a à manger. Et les gens passent un bon moment. Parce que le principe, c'est effectivement de faire quelque chose pour les autres. Et je crois que les survivants, on connaît bien les 24 heures du cœur de la Ligue contre le cancer. C'est un peu le même principe. On a envie de se dire, nous qui avons la chance de ne pas être malades, d'être bien portants, d'avoir des situations plutôt sympas, de donner un petit peu de notre temps pour les autres, en espérant que ce qu'on fait va permettre l'amélioration des conditions à la fois des malades et surtout des traitements en amont qui peuvent être mis en place. Charlotte, il y a à Bischwiller aussi il y a la partie, on va dire, festive, il y a l'épreuve, il y a aussi une partie prévention, il y a quand même beaucoup de choses de prévues sur la prévention par rapport au tabac, par rapport au soleil, par rapport à l'alimentation, par rapport au sport santé. Là, votre voisin de droite acquiesce. Enfin voilà, il y a tout un volet prévention, il y a des vrais messages à faire passer au public. Donc plusieurs stands avec vraiment différents types d'informations. Effectivement, je pense qu'on va parler beaucoup de la protection contre le soleil pour faire attention ce week-end. Mais aussi de la lutte contre le tabac, puisque c'est vraiment une cause qui est au centre aussi des missions de la Ligue, puisqu'on a installé toute une série d'espaces sans tabac dans les parcs d'Alsace. Et donc ça aussi, on va le mettre en avant pendant ce week-end. Et puis évidemment, plein d'autres stands pour l'accompagnement des malades et de leurs proches aussi, pour montrer tout ce que la Ligue peut faire et proposer. C'est pas seulement le contre la maladie, il y a le traitement médical, il y a aussi tout l'accompagnement, parce qu'il faut une partie psychologique, il faut une partie psychologique, mais aussi financière ou sociale. On a des ateliers aussi de bien-être et d'esthétique, vraiment une multitude d'activités qu'on propose. Jean-Luc Filzer, c'est quoi le dénominateur commun finalement entre le sport d'un côté et puis la lutte contre le cancer, ou pour une cause quelque part? Pourquoi le sport souvent fédère à travers ce genre d'événements, arrive à créer ces dynamiques? Parce que je pense que tous les gens qui ont des maladies, qui sont atteints d'une maladie, quelle qu'elle soit, aimeraient faire du sport. Et que tous ceux qui font du sport n'aimeraient pas tomber malades. Donc je pense quelque part ce lien, ce dénominateur commun fait que les deux se rencontrent. Je disais tout à l'heure, nous on a souvent cette chance d'être plutôt en bonne santé, avec des petits bobos parce qu'on arrive à des âges certains, mais je crois que ceux qui sont malades aimeraient faire du sport, et je me répète peut-être, mais ceux qui font du sport ne souhaiteraient surtout pas devenir malades. Et les deux se marient bien, parce que l'un porte l'autre et l'autre porte l'un. Et je crois que c'est la raison pour laquelle souvent les associations sportives comme nous
à Dingsheim, Griesheim, on essaie de s'engager parce qu'on a cette chance-là et qu'on a tous envie de jamais tomber malade, même si effectivement, et c'est pas Dr Feltz qui va dire le contraire, ça nous tombe sur le coin du museau sans qu'on envoie un mail ou un fax ou un recommandé. Ça dure 24 heures et ça a lieu à Bischwiller d'un côté, à Dingsheim de l'autre. Dingsheim sur Souffel à 18h voilà. samedi, non pas à l'autre. Et à 17h pour Bischwiller, donc 24 heures de course à pied à Bischwiller, un match de foot de 24 heures et puis toutes les animations et les stands à côté connexes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci Dr Feltz, on va libérer parce que son emploi du temps est très chargé. Restez encore 30 secondes avec nous, on parle terroir dans un instant avec Valérie Zagos et juste après cette page de pub. À tout de suite. C'est votre rendez-vous du jeudi avec le meilleur de vos terroirs, de nos terroirs, et c'est avec Valérie Zagos. Au sommaire, Grand Cru Florimont, le domaine Justin Boxler, un petit objet rigolo et pour finir un vin de saison, un crément ice. Et donc pour la dernière de votre saison, Valérie, Grand Cru Florimont. Oui, alors c'est un Grand Cru marno-calcaire qui se situe sur 2 communes, Ingersheim et Cassenthal. Et effectivement, c'est un Grand Cru qui a 3 expositions, exposition sud, sud-est et est. Les vignes sont plantées à flanc de coteau à une altitude de 250-280 mètres et sur seulement 21 hectares. Et la particularité, c'est que c'est un arc de cercle. Donc du coup, une très belle luminosité et donc une belle maturité des raisins. De très très belles images, en tout cas, quel type de vin du coup ça donne? Alors au sens large, on va dire que c'est un terroir précoce, donc qui va favoriser la surmaturité des raisins, donc ça donne des vins qui sont amples et généreux. Cependant, cette structure dense, elle est équilibrée par vraiment une colonne vertébrale acide, du coup ça donne beaucoup de finesse et d'élégance au vin. Ça dépend des cépages alors? Les 4 cépages classés Grand Cru sont représentés sur le Florimont. Les Riesling sont amples et gras, soutenus par une acidité mûre. Les Gewürztraminer sont plutôt sur des notes florales et également sur des agrumes très concentrés. Ce sont des vins qui sont assez denses avec une belle charpente. Les Pinot Gris sont épicés, corsés et voluptueux. Et le muscat est plutôt dense, racé et minéral. Cependant, le muscat, toute petite surface, 3 hectares sur les 21, donc va rare. Avec une petite particularité en plus, liée au lieu. Oui, alors le lieu s'appelle Florimont, mais ça veut dire, effectivement, c'est un mont fleuri. Et c'est vraiment la réalité. Il y a une flore incroyable, atypique, variée et riche. On va retrouver des anémones, même des orchidées sauvages et des tulipes. Vous avez sélectionné évidemment un domaine en particulier. Oui, le domaine Justin Boxler à Niedermorschwihr. On a rencontré Florent Boxler. On regarde. Iodé, poivré et floral. Pour moi, ce serait le Riesling. Ce Grand Cru Florimont, donc ça serait le Riesling millésime 2013. Une belle tension, un bel équilibre, une très belle année. Moi je suis un grand fan de Vallée du Rhône, donc beaucoup de Saint-Joseph, du Condrieu. J'adore le Condrieu et Châteauneuf du Pape aussi. Pour moi le vin dont je serais le plus fier sur le Grand Cru Florimont, donc ça serait le Riesling millésime 2013. En Vallée du Rhône, donc pour moi ce serait vraiment faire du Saint-Joseph ou vraiment c'est vraiment un vin que j'apprécie énormément, donc si je devais échanger ce vignoble ce serait vraiment là-bas. Elle nous en parle depuis des semaines, vous nous avez enfin ramené votre objet fétiche. Oui, on me l'a demandé surtout, mais la personne n'est pas là, c'est dommage pour lui. Lionel nous regardera. En fait, c'est une petite coque assez rigolote, c'est une coque avec un verre de vin donc qui bouge, vous voyez, donc... C'est du vrai vin, évidemment. Évidemment. En cas d'urgence, on peut casser la glace. Exactement, avec une petite paille. Non, je plaisante, mais voilà, c'est le petit objet rigolo, clin d'œil de ce soir.
Allez, on termine avec votre coup de cœur happy avant que votre téléphone ne sonne. Voilà, tout à fait, Milan silencieux. Donc ce soir, je vous présente le vin de saison. C'est un crément mais ice. Donc le domaine, c'est Gustave Lorenz. Le nom de la cuvée, c'est Isatis. Et pour la petite anecdote, Isatis, c'est l'autre nom du renard arctique, donc le renard blanc. Donc c'est le petit clin d'œil à la glace et à la fraîcheur. Donc évidemment, les ice, ce sont des créments qui sont dosés en demi-sec. Il faut les servir avec de la glace dans un grand verre à glaçons. Donc évidemment, c'est le vin fraîcheur, évidemment de la glace, c'est le seul vin où on peut rajouter de la glace. Oui, non, pas dans les rosés, dans le ice uniquement, je tiens à le préciser. Là, c'est toléré. Donc, sinon, c'est un vin qui est un très joli crément à la base, déjà. Donc ça, c'est important. On est sur une bulle très fine, une très belle fraîcheur. Le nez est plutôt va s'ouvrir sur des fruits jaunes, des pamplemousses et des fruits exotiques. En bouche, on conserve évidemment de la fraîcheur. On est vraiment sur la même tonalité de notes. Très joli crément ice de la maison Lorenz. Voilà. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve pas la semaine prochaine, non. La saison prochaine. La saison prochaine. Allez, il nous reste 2 petites minutes avant de parler logement avec le magazine du logement et de l'habitat. Docteur Feltz, on a vu que les températures s'améliorent un tout petit peu demain, et puis ça va réaugmenter. On parlait de sport aussi tout à l'heure, on adapte un petit peu, il y a quelques conseils pour mieux vivre cet épisode de canicule. Tout à fait. Le vin aussi modéré, c'est vraiment l'eau qui est indiquée. C'est très important parce que ça hydrate pas le vin, en tout cas quand il fait très chaud. Voilà. Et le deuxième, c'est au niveau du sport, bien sûr, le sport santé c'est très important, la solidarité, les malades qui bougent. Mais dimanche, même si l'ozone va baisser, heureusement, mécaniquement, il y a un peu de vent, il fait moins chaud, donc il faut adapter l'activité physique. Et donc c'est vrai que par exemple le foot, on peut peut-être imaginer aux périodes de pic, c'est-à-dire entre 14h et 18h, faire du foot en marchant. Et le relais pour la vie, c'est pareil. On peut aussi marcher, continuer. Oui, mais là, peut-être le prioriser. Parce que même bien sûr, pour les malades, il ne faut pas faire d'activité physique actuellement. Le sport santé est en suspension d'ailleurs à Strasbourg depuis les derniers jours. On ne fait pas du sport avec des malades à l'extérieur, c'est normal. Mais là, même pour des gens bien portants, il faut diminuer l'intensité parce que c'est l'hyperventilation qui va entraîner les effets. Donc, on va adapter le niveau d'intensité de l'activité physique par rapport à l'état de la pollution actuelle. Notez-le. Merci beaucoup, Dr Feltz. Et puis rendez-vous à Bichivillers, départ 17h pour le relais pour la vie, Jean-Luc Filzer. Rendez-vous 18h pour le coup d'envoi de ce match de 24 heures à Dingsheim avec un parrain de prestige. Oui, parrain de prestige qui était sur ce plateau il y a quelques semaines encore, je crois une quinzaine de jours, et qui sera présent, puisque c'est Anthony Gonçalves qui était au Racing jusqu'à il y a quelques semaines, qui est parti à Caen, mais qui m'a confirmé hier soir qu'il sera présent à Dingsheim, à côté de Oberhausbergen, mais pas dans la vallée de la Bruche. C'est la première commune hors Eurométropole. On est dans la communauté de communes du Korsberg, et Anthony sera là. J'attendais la réponse pour pouvoir l'annoncer en direct sur votre plateau. Il va falloir suivre les réseaux sociaux et le site, mais Anthony Gonçalves sera présent à Dingsheim ce week-end. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve pas la semaine prochaine, donc. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. La suite, c'est le magazine du logement et de l'habitat. C'est avec Fanny Kunz. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre Mag du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR, la Société immobilière du Bas-Rhin. Il y avait un besoin sur le secteur d'Aubernais, en résidence senior, de la manière dont nous la traitons, nous, au sein de la CIBAR. D'accord. Et donc, on voit, là, actuellement, on est dans un petit pavillon. Il y en a un deuxième à côté. Et en face, il y a une grande structure, en fait. Pourquoi vous avez décidé de mettre en place 3 bâtiments ici ? En fait, on est sur un tènement foncier qui est dans l'emprise des architectes des bâtiments de France. Donc, on est plutôt ici dans le cadre du voisinage, où on voit des petits pavillonnaires avec des petites orielles, etc. Sur toute la rue, en fait. Toute la rue qui est structurée de cette manière. Donc l'option a été prise, effectivement, de réaliser ici 2 petits pavillons et donc un bâtiment collectif de l'autre côté.
Des logements neufs, tout juste sortis de terre, accueillants, modernes et à des prix maîtrisés. À Vasselonne, le nouvel ensemble immobilier de la Cibar, les Champs Fleuris, se veut plein de promesses. Pour le bailleur social, cette nouvelle construction devrait répondre aux attentes des locataires, mais également à l'attente des municipalités. Aujourd'hui, on essaye de s'intégrer le mieux possible. Ici, nous sommes dans un cadre vraiment formidable avec la montagne autour, les vallons, et on essaye d'intégrer l'habitat avec le contexte local. Nous avons fait des logements qui répondent aux attentes des uns et des autres, c'est-à-dire économiquement viables parce que les charges doivent être les moins lourdes possibles. Donc on a travaillé tous ces aspects-là pour répondre à ces attentes. Bonjour Norbert. Bonjour Fanny. Merci de nous accueillir ici à Lauterbourg pour une première. Vous êtes les bienvenus à Lauterbourg. C'est gentil. Donc du coup vous êtes, je le rappelle, agent d'entretien, c'est ça? Exactement. Mais pas que. Mais pas que. Je me trouve maintenant avec Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, vous êtes arrivée à la Cibar il y a quelques temps, maintenant il y a 2 ans et demi à peu près. À peu près, oui. Et vous étiez au départ femme d'entretien. Voilà. Vous occupiez de l'entretien des immeubles. Exactement, oui. Et entre-temps, il y a eu une évolution, il y en a eu même 2. Il y en a même 2, oui. Parce que vous êtes maintenant gestionnaire d'immeubles, c'est ça? C'est ça, oui, depuis le 1er février. Oui. On va planter les 2 bacs ce matin ensemble. Enfin, c'est surtout vous qui allez un peu travailler, hein. Hein, c'est l'objectif. Hein. Et donc maintenant, on va mettre de la tourbe. Passer d'une maison à un appartement, la transition peut parfois être mal vécue. Pour les seniors, même l'absence du petit bout de terre dont ils s'occupaient durant des années peut être difficile à vivre. À Lingolsheim, la résidence senior accueille ses locataires depuis un peu plus d'1 an. Et ici, il manquait de la verdure. Alors la Cibar, en habituée des ateliers de jardinage avec ses résidents, lance ce matin une opération fleurissement. Mais cette fois-ci, on plante dans des bacs à l'entrée de la résidence. Il m'a mis un plan. Donc il m'a dit, le cajot, il faut le planter, c'est comme si c'était le bac. D'accord? Donc ceux qui sont ici, il faut les poser. Aujourd'hui, vous nous accueillez à la résidence senior de Reichshofen. Oui. Et donc, on a déjà, depuis quelques temps, on a pu suivre les travaux. Vous avez été avec nous il y a quelques semaines aussi. On est revenu avec Fernand Roth sur les travaux. Travaux terminés, premier résident arrivé. Comment est-ce que vous les sentez un peu, ces résidents? Écoutez, moi je les sens plutôt bien. Ils sont arrivés début janvier, ils ont emménagé. On voit encore la benne derrière nous pour les derniers arrivants. C'est important justement aussi de mettre en place ce genre d'animation, de continuer à les perpétuer, puisque vous les mettez en place dans la plupart de vos résidences. En quoi c'est important aussi pour vous, en tant que bailleur social, de garder ce contact avec vos résidents? Alors c'est tout simplement, je pense, notre métier. Hein. Lorsque les personnes qui sont chez nous, les personnes âgées ont travaillé durement pour certaines d'entre elles toute leur vie, il est normal qu'une fois qu'ils sont chez nous dans nos résidences seniors, qu'on soit à leur écoute, qu'on s'occupe d'elles et qu'on leur permette aussi de profiter de beaux moments de partage, d'où les salles communes que nous installons dans toutes nos résidences seniors, un lieu privilégié où les personnes se retrouvent, jouent à la belote, jouent aux cartes. Les bananes, c'est bien, mais les tickets c'est bien, entre le verre, le pain, l'immédiat. Alors rappelez-vous, là derrière, il y a un gros vin qui est sorti. D'ailleurs, ça rentre. I tried